Imaginez un monde dévasté par des vents de la force d'un ouragan, dont les températures oscilleraient entre chaleur caniculaire et froid glacial. Imaginez que nos jours ne durent que 6 heures sur une planète où n'évolueraient que des espèces primitives. Voilà ce que serait la Terre si elle n'avait pas de lune. La Lune, un astre de roches et de poussière de près de 74 millions de milliards de tonnes, au diamètre de près de 3500 km, qui orbite à plus de 384 000 km au-dessus de nous. C'est le deuxième corps le plus brillant dans le ciel et sa température varie de moins 163 degrés à 117 degrés Celsius. Sa gravité est 6 fois moindre que celle de la Terre. Ses montagnes peuvent atteindre 8000 mètres et des millions de cratères jonchent sa surface poussiéreuse et sèche sur laquelle aucune eau n'a jamais été trouvée sous forme liquide. C'est loin d'être un endroit accueillant. Pourtant, la Lune est souvent, pour nous, synonyme de romantisme et de mystère. Elle enchante les amoureux du monde entier et assouvit notre soif de mythes et de légendes. Nous ne sommes pas les seuls à avoir un satellite naturel. Ils sont plus de 140 à tourner autour des planètes du système solaire. Jupiter, avec 63, est celle qui en possède le plus. Quant à nous, de nombreux corps mystérieux nous tournent autour. 5 d'entre eux sont des astéroïdes temporairement pris dans notre champ gravitationnel. 4 autres sont sans doute des restes de la fusée Apollo 12. Le 10e et le plus gros est la Lune. Depuis très longtemps, bien avant la naissance de l'humanité, elle est notre compagne. Mais jusqu'à récemment, nous en savions très peu sur sa vraie nature ou même sur sa création. Plusieurs théories sont au cœur du débat. L'une d'entre elles prétend qu'elle n'est qu'un astéroïde pris au piège dans le champ gravitationnel de la Terre. Selon une autre hypothèse, une collision d'une magnitude géante aurait projeté une énorme quantité de matière qui, en s'agglomérant, aurait formé la Lune. Mais lorsque l'homme a marché sur la Lune et qu'il a pu analyser la roche lunaire, une nouvelle théorie, la plus probable, a été avancée. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. I'm going to step off the land now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Entre 1969 et 1972, 6 missions sont parties pour la Lune. Wow, what a place! What a view, isn't it, John? It's absolutely unreal. 12 humains seulement ont foulé son sol. Mais ces astronautes ont fait bien plus que réécrire l'histoire. Ils sont revenus avec des échantillons de roches lunaires. Ces roches sont étrangement similaires à celles que l'on trouve dans notre sol, mais elles contiennent beaucoup moins de fer. Cette particularité, qui peut paraître anodine, offre pourtant une indication précieuse sur les origines de la Lune. Avant tout, elle fait apparaître qu'elle est effectivement née d'une collision. Revenons 4,5 milliards d'années en arrière. La Lune n'existe pas encore. Le système solaire interne compte alors environ 2 fois plus de planètes qu'aujourd'hui. Plusieurs d'entre elles sont sur le point d'être détruites. L'une d'elles, 2 fois moins grosse que la Terre, a depuis été baptisée Theia, du nom de la divinité qui, dans la mythologie grecque, donna naissance à Sélénée, la déesse de la Lune. Les 2 corps célestes sont sur le point d'entrer en collision. Theia se dirige inexorablement vers la Terre.
planétoïde qui s'approche offre une vue terrifiante. L'astrophysicien Jeff Taylor étudie les origines de notre satellite. Il nous décrit la course de Theia vue depuis la Terre. Au départ, ça ressemble à une étoile, à une grosse étoile. Mais au fur et à mesure qu'elle s'approche, elle devient de plus en plus grosse. Juste avant l'impact, elle couvre complètement le ciel. Le témoin de cet impact ne voit plus rien, tout a disparu. Et puis tout à coup, j'imagine qu'il y a un gros flash car le ciel est chauffé à blanc. Un ami se trouvant de l'autre côté de la Terre voit lui aussi ce flash dans l'atmosphère et il sent des secousses géantes. Theia a un diamètre de 6500 km. Pour vous donner une idée de sa taille, la météorite qui a exterminé les dinosaures ne mesurait que 10 km de diamètre. Theia se déplace à une vitesse de 40 000 km/h, soit 20 fois plus vite que le Concorde. C'est un objet de la taille de Mars, c'est-à-dire que son diamètre est environ 2 fois moins grand que celui de la Terre. C'est un événement colossal d'une puissance inimaginable. Alors que les planètes se rapprochent, leur immense champ gravitationnel arrache leurs manteaux respectifs. Peu de temps après, elles entrent en collision. Le choc est équivalent à celui de milliards de bombes nucléaires. L'impact violent arrache des sections entières du manteau terrestre, d'une taille équivalente à nos continents, et projette les roches dans l'espace. Celles-ci ont une très faible proportion de fer. L'atmosphère autour de notre voisine en fusion est remplie de vapeur de roche. L'attraction gravitationnelle de la Terre retient la plupart des débris, mais quelques-uns sont tout de même catapultés dans l'espace. Ne pouvant s'échapper complètement, ils viennent former autour de la Terre un anneau ardent de poussières et de pierres. Lors d'un processus nommé accrétion, ces pierres et poussières entrent en collision et fusionnent avec d'autres fragments pour créer de plus grands blocs. Pour illustrer ce processus, prenons de l'huile d'olive et de l'eau. L'eau représente l'espace autour de la Terre et l'huile, les débris projetés lors de l'impact. Chaque gouttelette que nous versons représente un morceau de matière expulsé dans l'espace. Mélangeons le tout pour montrer à quel point les débris sont agités dans l'atmosphère. Quand Jeff Taylor cesse de mélanger, une chose étrange survient aux gouttelettes d'huile. Cette façon dont ces petits objets s'assemblent et grossissent au fur et à mesure s'appelle l'accrétion. Voilà comment la Lune s'est formée autour de la Terre et la Terre autour du Soleil. Alors que les débris s'agglomèrent, leur gravité combinée devient assez forte pour attirer davantage de fragments. Cette réaction en chaîne ne cessera que quand les milliards de fragments de roches vaporisés se seront rassemblés en une boule de matière ardente. En moins de 100 ans, elle se refroidit et devient une roche dont le volume est 50 fois moindre que celui de notre planète, la Lune. À sa formation, elle ne se trouve qu'à 153 000 km. Mais cette distance est temporaire car le choc violent à l'origine de sa naissance l'écarte de la Terre. Cet éloignement va durer 15 à 20 milliards d'années. La preuve de l'éloignement progressif de notre satellite naturel est apportée en 1969 quand les astronautes posent sur sa surface un réflecteur de 45 cm. Les scientifiques envoient sur ce réflecteur un faisceau laser et peuvent ainsi calculer la distance entre les deux astres avec une précision de quelques centimètres. Ces calculs ont révélé que notre satellite s'éloigne de nous de 3,8 cm par an. Pourquoi la Lune a-t-elle la bougeotte ?
Dans les années 90, des ordinateurs ultra perfectionnés ont donné aux scientifiques une meilleure idée de ce qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années. Une reconstitution de l'impact par ordinateur montre que la collision entre Theia et la Terre a produit une poussée oblique qui dote la Terre d'une force de rotation qui nous donne nos nuits et nos jours. Mais la puissance de la collision a rendu la rotation de notre planète beaucoup plus rapide que celle de la Lune. Au départ, la Terre tournait sur elle-même en 6 heures, soit 4 fois plus vite qu'aujourd'hui. La Lune, quant à elle, parcourait son orbite en 20 jours. La Terre tourne donc plus vite que la Lune ne parcourt son orbite. Cependant, la Lune primitive est 15 fois plus proche qu'aujourd'hui. Son attraction gravitationnelle est si forte qu'elle forme un renflement sur la surface de la Terre à l'endroit où elle est orientée vers elle, comme le montre ce graphique. Ce bombement se déplace sur la surface comme une marée et attire la Lune par sa propre gravité. Parce que nous tournons plus vite que notre satellite, le renflement est toujours en avance sur la Lune, attirant celle-ci vers l'avant et la forçant à accélérer. Tous les objets bougeant en mouvement circulaire s'écartent en accélérant, comme le lancer de marteau aux Jeux Olympiques. Alors que la Lune accélère sur son orbite, elle s'éloigne en vrille et il en sera ainsi pendant des milliards d'années. À sa naissance, notre satellite est 15 fois plus proche de nous. Cette proximité la met en danger car elle est menacée par les bombardements de milliers d'astéroïdes qui détruiront 80% de sa surface. Nous voici 4 milliards d'années en arrière. La Lune est en orbite à une distance 3 fois plus proche qu'actuellement. Depuis la Terre, elle cache tout ce qui se trouve dans le ciel. C'est pendant ses premières années de vie que la Lune a les effets les plus retentissants sur sa planète mère. La collision géante à l'origine de sa création est si puissante qu'elle fait perdre l'équilibre à la Terre qui vient s'incliner sur un axe d'environ 23,5 degrés par rapport au plan orbital. C'est cette inclinaison qui donne notre printemps, notre été, notre automne et notre hiver. Si nous tournions sur un axe vertical, comme Mercure, nous n'aurions pas de saison. Tous les continents auraient 12 heures de soleil et 12 heures de nuit par jour. Les pôles seraient ensevelis dans une pénombre éternelle et glaciale. Quant à l'équateur, il serait écrasé sous une chaleur permanente. En plus d'être responsable de cette inclinaison, la Lune la maintient. À l'origine, sa force gravitationnelle agit comme un gyroscope global qui stabilise l'axe de la Terre. L'astrobiologiste Lynn Rothschild nous explique ce phénomène. La raison pour laquelle nous avons cette obliquité constante est que la Lune aide à stabiliser l'inclinaison. Sans elle, nous aurions ce que les astronomes appellent une obliquité chaotique, c'est-à-dire une oscillation perpétuelle et une échelle des temps très courte. Sans notre stabilisateur naturel, notre axe varierait entre 0 et 90 degrés, ce qui changerait la distribution de la lumière du Soleil sur la planète et bouleverserait notre système météorologique finement équilibré. Les climats seraient chamboulés. Les tropiques seraient recouverts de glace et l'Antarctique se transformerait en un vaste désert. Heureusement, la Lune nous protège de tels désastres. Grâce à elle, la vie est possible.
En fait, ça aurait pu avoir une influence énorme sur les origines et l'évolution de la vie. On pourrait d'ailleurs dire, sans se tromper, qu'on ne serait pas ici aujourd'hui en train de filmer ceci si la Lune ne se trouvait pas au-dessus de nous. Les autres planètes de notre système solaire n'ont pas toute cette chance. Mars a 2 satellites, Phobos et Deimos. Mais ils sont trop petits pour stabiliser son inclinaison. Par conséquent, la planète rouge se balance plus que la Terre. Selon certains scientifiques, c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de vie sur Mars. Quand on regarde notre satellite, les premières choses que l'on remarque sont les cratères. Ils sont la marque d'un passé lointain très violent. Voici ce qu'en pense l'astrogéologue David Kring. Depuis votre jardin, si vous levez les yeux, vous voyez les cratères sur la surface lunaire. Il y en a plus de 300 000 et leurs diamètres peuvent mesurer entre 800 mètres et plus de 800 km. La plupart de ces cratères proviennent de l'impact d'une météorite sur la Lune. L'un des plus grands bassins d'impact visibles pour les terriens se nomme Mare Imbrium ou la mer des pluies. Il mesure plus de 1000 km de diamètre. S'ils ont des tailles variées, les cratères ont pourtant tous été formés à peu près à la même période. Il y a environ 4 milliards d'années, les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, se retrouvent alignées, ce qui aura pour conséquence un changement dans la forme de leur orbite. Cela crée un effet lance-pierre. Des astéroïdes sont lancés vers le système solaire interne et se dirigent droit vers la Terre et sa jeune voisine. Pendant des millions d'années, des astéroïdes vont bombarder tout le système solaire interne. Certains de ces impacts ont sans doute créé des cratères aussi grands que nos continents, ou même plus grands encore. Ce genre d'impact a le pouvoir d'anéantir n'importe quel océan et de réchauffer terriblement l'atmosphère. La vie telle que nous la connaissons ne peut pas exister dans de telles conditions. Cette période de bombardement intense a été baptisée le cataclysme lunaire. Le phénomène est amplifié par notre force gravitationnelle qui attire ces météorites. Toute seule, la Lune, plus petite, aurait pu s'en sortir avec moins de dégâts. Mais elle est trop proche de nous. Les astéroïdes se dirigeant vers la Terre entrent en collision avec la Lune. La plupart des cratères lunaires ont donc été formés pendant ce cataclysme lunaire. 80% de la surface lunaire est détruite. Du basalte en fusion s'échappe des fissures et remplit les cratères, créant ainsi des mers de lave. Pendant plusieurs millions d'années, elles vont refroidir, se solidifier et se transformer en marées ou mer, comme la mer de la tranquillité. Ce sont ces motifs de roches basaltiques sombres qui forment le visage que l'on distingue sur la face de la Lune. Le Dr Kring nous fait une démonstration de ce qui se passe sur la surface lunaire quand une météorite la heurte. Du haut de 15 mètres, il lâche une pierre de 2,5 kg dans un bac de sable. Au moment de l'impact, le sable est projeté vers le haut. Pendant le cataclysme lunaire, certaines des collisions sont si violentes que la matière projetée ne reviendra jamais sur la surface lunaire. Elle est propulsée dans l'espace et est piégée dans l'attraction gravitationnelle de la Terre qui ne se trouve alors qu'à 139 000 km. Certaines de ces roches s'approchent à vive allure. S'il y avait eu des témoins, ils auraient vu un grand panache de débris rocheux se détacher de la surface lunaire et qui aurait formé un nuage l'enveloppant entièrement. Certains de ces fragments ont bombardé la Terre. Ils se sont infiltrés dans l'atmosphère comme des boules de feu et des composants rocheux ont percuté la Terre. Ces météorites lunaires sont extrêmement rares. Voici un morceau de l'un des 31 exemplaires trouvés jusqu'à présent.
Ceci est un échantillon qui est tombé en Afrique. Les analyses de ces spécimens nous révèlent qu'il y a eu un pic cataclysmique lors des impacts qui ont affecté notre satellite il y a environ 4 milliards d'années. Les météorites lunaires sont des témoignages de l'histoire géologique du système solaire interne tel qu'il était il y a environ 4 milliards et demi d'années. Ces roches sont plus anciennes que les plus vieilles de nos pierres. La présence de météorites lunaires sur notre sol tourmente les scientifiques. Si les roches peuvent être catapultées de la Lune à la Terre, l'inverse peut-il également se produire ? Si des météorites terrestres étaient trouvées, nous donneraient-elles des indices sur ce qui se passait chez nous il y a des milliards d'années ? Pour éloigner un objet de l'attraction gravitationnelle de la Terre, il faut une force hors du commun. Beaucoup plus qu'il n'en faut à une météorite lunaire pour quitter sa surface. Par exemple, une navette spatiale utilise plusieurs dizaines de millions de chevaux pour quitter la gravité terrestre. Le module lunaire, quant à lui, ne nécessite que 6300 chevaux pour décoller de la Lune. Quel genre d'impact faudrait-il pour projeter des débris de la Terre ? L'astrophysicien de renom Guillermo González de l'université de l'Iowa a trouvé la réponse à cette question. Dans le nord de l'Arizona, le météore cratère, qui peut nous paraître énorme, n'est pas encore assez grand pour catapulter de la matière hors de notre atmosphère. En revanche, quand on parle de celui qui a exterminé les dinosaures au Mexique, celui-là était sans doute assez grand pour lancer de la matière hors de la Terre et pour qu'une partie atteigne la Lune. Les impacts sur la Terre pendant le cataclysme lunaire étaient beaucoup plus importants que ceux qui ont exterminé les dinosaures. Ils étaient si puissants qu'ils ont formé des trous dans l'atmosphère. Des roches et des débris ont été projetés dans le ciel et sont passés par ces trous. Une fois dans l'espace, ils ont été aspirés par la Lune en orbite à 139 000 km. Ces débris finissent par percuter sur la Lune. Et à ce moment, ils sont à nouveau brisés en plusieurs morceaux, selon la vitesse à laquelle ils heurtent la surface. Une fois sur la surface lunaire, ils sont préservés intacts par le vide de l'espace. La Terre n'a malheureusement gardé aucune trace de son passé lointain, mais elle a laissé une partie d'elle-même sur la surface de la Lune. Si seulement on pouvait trouver des fossiles ou au moins quelques traces de vie sur ces roches, ça nous aiderait à résoudre le mystère des origines de la vie. Selon le professeur González, on pourrait trouver sur la Lune près de 20 kg de matière terrestre par kilomètre carré. C'est le seul endroit du système solaire où on pourra en apprendre un peu plus sur les origines de la vie. Une fois sur la Lune, les roches terrestres sont préservées en parfait état. En effet, il n'y a pas d'eau sur la Lune. Il n'y a plus de géologie active et elles sont enterrées relativement rapidement sous d'autres matières provenant d'autres impacts. Elles sont donc préservées du vent solaire et de toute autre chose. Jusqu'à présent, aucune roche terrestre n'a été trouvée sur la Lune. Le professeur González devra attendre la prochaine mission spatiale lunaire en espérant que ces précieuses roches soient découvertes. Le voyage de la Lune depuis la Terre pendant les 500 millions d'années qui ont suivi sa naissance a été très violent. Son passage a changé le visage de notre planète. Sa force de gravité provoque des marées de plus de centaines de mètres de haut agitant les océans. Ce phénomène crée les conditions propices à la formation de composés chimiques complexes. La Lune participe à l'apparition de la vie sur Terre. Nous voici 3 milliards d'années en arrière.
La Lune s'éloigne toujours et son orbite est à plus de 300 000 km. L'effet de sa gravité est moins fort, mais elle a toujours le pouvoir de changer radicalement notre planète. Car dorénavant, la Terre a de l'eau et des océans. Et la Lune y met de l'agitation. Si elle est trop lointaine pour avoir un effet notoire sur nos roches, elle peut cependant affecter nos océans. Du côté de la Terre, orientée vers la Lune, la gravité de cette dernière crée des marées sur nos océans. Ces marées ne ressemblent pas à celles que l'on connaît aujourd'hui. Elles peuvent atteindre plusieurs milliers de mètres de haut. L'astronome Neil Cummins a étudié l'influence de la Lune primitive sur les marées. Quand la Lune s'est formée, les marées étaient 1000 fois plus importantes que celles d'aujourd'hui. Elles déferlaient sur les terres comme un mur d'eau qui pouvait atteindre 3000 mètres. C'est aussi haut qu'une montagne. Elles couvraient sans doute des centaines de kilomètres. Ensuite, pendant le ressac, elles emportaient avec elles des débris pris sur le sol au passage. Les matières aspirées dans les océans contiennent des minéraux et des substances nutritives. Les marées mélangent et transforment ces substances en un cocktail des plus importants pour notre histoire, la soupe primordiale. Divers minéraux sont ainsi assemblés puis déchirés. Dans ce melting pot des plus violents, l'association idéale de minéraux est obtenue et la vie peut commencer. Le professeur Cummins pense que la vie sur Terre aurait pu ne jamais exister sans cette soupe primordiale. La Lune, à ses débuts, créait des marées extrêmement hautes qui permettaient aux océans de se remplir de minéraux. C'est à eux qu'on doit l'origine de la vie et par conséquent notre existence. Les marées auraient également permis le développement du premier ADN. Selon certains scientifiques, les variations de concentration chimique lors des marées montantes ou descendantes auraient induit une fission et une reproduction de l'ADN. Les grandes marées vont jouer un autre rôle essentiel dans notre histoire. Grâce à elles, la planète se calme et devient un endroit plus hospitalier où la vie sous forme plus complexe peut se développer. Il y a 3 milliards d'années, la Terre était très différente d'aujourd'hui. L'impact qui a donné naissance à la Lune a augmenté notre vitesse de rotation. À tel point que les journées ne durent que 6 heures. Cette célérité a des effets dévastateurs dans notre atmosphère, car la rotation est l'un des facteurs les plus déterminants dans notre climat. Elle crée des vents et des remous. Plus nous tournons vite, plus les vents sont violents et rapides. Il y a des milliards d'années, notre planète tournait 4 fois plus vite et était dévastée par une atmosphère déchaînée. Aujourd'hui, quand il y a un ouragan, on a des vents de plus de 160 km/h. Les arbres sont arrachés, les toits des maisons s'envolent, on a de terribles inondations. Mais en un jour ou deux, il n'y a plus rien. La vie reprend son cours, les choses redeviennent normales. Imaginez qu'on vive dans un monde où on aurait tous les jours des vents de cette force. Voilà le climat que connaissait alors notre Terre. Des vents violents permanents et des marées géantes. C'est un endroit bien trop hostile pour que la vie ne s'y développe. Pourtant, ce sont ces marées ainsi créées qui commencent à calmer ce climat infernal. Elles ont en effet une influence sur la vitesse de rotation de notre planète et finissent par allonger notre journée de 6 à 24 heures. Je vais vous montrer comment la Lune a ralenti notre vitesse de rotation de 6 heures à 24 heures. Pour ça, je me sers de ce globe, qui bien sûr représente la Terre. Cette lentille ici représente la Lune. Ruth va jouer ce rôle.
Allons-y. La Terre tourne donc sur elle-même beaucoup plus rapidement que la Lune ne parcourt son orbite. Aujourd'hui, la Terre effectue sa rotation sur elle-même en 24 heures. La Lune, elle, effectue sa révolution sidérale en 28 jours environ. C'est elle qui crée les marées. La marée haute est presque directement sous elle. Par exemple, il y aurait une marée haute juste ici, créée par la Lune. La Lune a un léger retard sur la marée, car elle tourne autour de la Terre plus lentement que celle-ci ne tourne sur elle-même. Sa force gravitationnelle attire ses renflements marins, créant une résistance qui ralentit notre rotation. Quand l'eau atteint les continents, les îles ou toutes sortes d'obstacles sur son passage, la friction provoquée ralentit notre rotation. On passe d'une journée de 6 heures à une journée de 24 heures. Ce faisant, l'atmosphère cesse de malmener le globe. Les vents violents ne font plus rage en permanence et la vie dans ses formes les plus complexes peut alors se développer en paix et dans le calme. Nous devons notre existence à la Lune. Sans elle, le monde aurait évolué différemment, et par conséquent nous aussi. Nous ne serions pas les mêmes. Notre voisine céleste a profondément modifié notre planète. Pendant 3 milliards d'années, elle va continuer à s'éloigner dans l'espace. Son influence va décliner, mais ne va pas complètement disparaître. Certains scientifiques pensent qu'elle provoque des séismes et des éruptions volcaniques. Nombreux sont ceux qui, de leur côté, croient que la pleine Lune a une étrange influence sur notre comportement. Aujourd'hui, la Lune se trouve à une distance moyenne de 384 000 km. Elle est bien plus éloignée de nous qu'à sa naissance. Elle apparaît comme un objet céleste mystique et distant, et sa force gravitationnelle s'est amenuisée. Elle est d'ailleurs tellement faible qu'elle exerce le même mouvement vers le haut qu'un petit poids qui serait situé à un demi-mètre au-dessus de notre tête. Mais certains croient toujours que ce pouvoir, aussi petit soit-il, a des effets sur le comportement humain. Les 29 jours et demi nécessaires à la Lune pour compléter son orbite s'appellent la révolution synodique ou lunaison. Lors de ce cycle, elle change d'apparence en fonction de sa position par rapport au Soleil et à la Terre. Pour le vulcanologue Steve O'Meara, ces différentes positions de la Lune et du Soleil sont extrêmement importantes. Je vais vous montrer le mécanisme des phases lunaires. Ce ballon de volet est la Lune, je suis la Terre. D'abord, sachez que la Lune tourne autour de nous en environ 1 mois. Commençons par cette position. C'est celle où notre satellite est directement placé entre nous et le Soleil. On appelle ça la nouvelle Lune. En fait, à ce moment-là, elle est invisible. Alors qu'elle se déplace sur son orbite, on peut commencer à voir une partie qui s'illumine légèrement et qui a la forme d'un croissant. Elle s'éloigne un peu plus et on en voit la moitié. C'est ce qu'on appelle le premier quartier. Quand elle est complètement à l'opposé du Soleil dans notre ciel, nous avons la pleine Lune. Toute sa face est éclairée et visible. Quand elle continue sa révolution, l'ombre revient petit à petit et on va obtenir le dernier quartier. Pour finir, environ 1 mois plus tard, on revient au point de départ et le cycle recommence. La pleine Lune a de tout temps été associée au mystère, à l'agressivité et à l'horreur. Des études montrent que le comportement de certains animaux change pendant le cycle lunaire. Le cycle de reproduction de certaines créatures est déterminé par la Lune. Des scientifiques ont fait des recherches sur le lien entre les prédateurs et la pleine Lune. Selon ces chercheurs, la Lune croissante aide les chasseurs nocturnes à repérer et tuer leurs proies. Mais l'idée que les hurlements du loup sont plus fréquents pendant une pleine Lune n'est qu'un mythe.
S'il s'avère que certains mammifères sont effectivement plus agités lors d'une pleine lune, cette agressivité peut-elle pour autant s'étendre à l'homme ? Nous voici dans les rues de San Francisco. Les officiers de police, Eli et Mahoney, s'apprêtent à faire une patrouille de nuit dans la ville. Ils surveillent le district de Tenderloin depuis 10 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un soir comme les autres. Comme toutes les nuits de pleine lune, les esprits vont s'échauffer plus que de coutume. Pas mal de gens à qui nous avons affaire pensent que c'est la pleine lune tous les jours. Pourtant, nous, on remarque une grande différence. Vous pouvez demander à tous ceux qui travaillent dans les services d'urgence, comme la police, les pompiers, les équipes de médecine d'urgence ou le personnel d'hôpital. Ils vous diront que les nuits de pleine lune, ils ont beaucoup plus de travail. La science peut-elle prouver que le comportement humain est influencé par la pleine lune ? En 1976, l'American Journal of Psychology a étudié 34 318 crimes et révélé qu'ils étaient plus fréquents lors de pleine lune. Un an plus tard, les chercheurs ont étudié 18 495 patients de psychiatrie et ont trouvé que les admissions dans les hôpitaux étaient plus fréquentes à la nouvelle lune. Cependant, plusieurs études plus récentes n'ont révélé aucun lien entre le comportement humain et le cycle lunaire. Pourtant, nombreux sont ceux qui croient encore au pouvoir maléfique de la pleine lune. Sans doute cela est-il dû aux films d'horreur. Pendant des générations, on nous a nourris de meurtres, de morts étranges et de créatures mythiques comme le loup-garou, soi-disant lié à la pleine lune. Pas étonnant qu'avec le temps, nous ayons commencé à le croire. Le mythe de la pleine lune survit. Si les effets de la Lune sur les humains sont minimes, les scientifiques pensent que sa gravité exerce toujours une influence certaine sur la planète. Tout au long du cycle lunaire, l'apparence du satellite n'est pas la seule à varier. Son attraction gravitationnelle change également. À la nouvelle Lune, quand le Soleil et la Lune sont alignés, leur gravité combinée tire davantage encore sur la Terre. Alors que la Lune tourne autour de la Terre, elle nous attire dans plusieurs directions. Lors d'une pleine Lune, le Soleil et la Lune tirent en direction opposée, comme dans une espèce de tir à la corde astronomique. Pendant la majorité du cycle lunaire, il n'y a pas de danger pour la Terre. Mais quand le Soleil et la Lune sont alignés, leur gravité combinée crée une pression maximale sur la croûte terrestre. Selon certains scientifiques, cela provoque des phénomènes naturels dévastateurs. Les vulcanologues Steve et Donna O'Meara se servent des phases lunaires pour prédire les éruptions. Pendant que les autres scientifiques surveillent le niveau du soufre et étudient les données sismologiques, Steve et Donna s'intéressent à la position de la Lune. Pour eux, celle-ci a le pouvoir de provoquer les éruptions selon l'endroit où elle se trouve sur son orbite. Le couple O'Meara pense que dans cette série d'attractions, la pression accrue peut déformer la roche souterraine en fusion. Aux endroits où le manteau est le plus instable, c'est-à-dire l'endroit où se forment les volcans, la pression peut parfois devenir trop forte et provoquer une éruption. Le couple de vulcanologues a connu son heure de gloire en 1996 lors d'une expédition sur un volcan en éruption, l'Arenal, au Costa Rica.
Ce qui est génial, c'est que les volcans sont tous différents. Ils sont comme les êtres humains. Ils ont chacun leur personnalité. Il existe une classification scientifique des volcans. Celui-ci est un volcan bouclier. Sa lave est très fluide. Les stratovolcans, eux, ont des éruptions spectaculaires. On en connaît quelques-uns. Et le volcan Arenal, nous l'appelons le sale gosse parce qu'il est toujours en train de faire... Leur expédition dure 2 semaines pendant lesquelles le volcan Arenal va entrer en éruption 15 fois. Le couple de vulcanologues s'aperçoit que les éruptions les plus violentes ont lieu quand la Lune se trouve directement au-dessus du volcan. En surveillant la position de la Lune au-dessus de l'Arenal, les Omeras prédisent les éruptions avec 80% de réussite. Une précision sans précédent dans l'histoire de la vulcanologie. Une nuit, nous avons réveillé les villageois. On leur a dit « Préparez-vous, il va y avoir une éruption aux alentours de minuit 30. » Et bang! L'éruption a eu lieu exactement à cette heure-là. Depuis lors, les Omeras disent avoir utilisé la Lune pour prédire les éruptions dans le monde entier. Ou je suis la personne la plus chanceuse du monde, ou la Lune a effectivement une influence sur les éruptions volcaniques. Mais notre satellite provoquerait des catastrophes naturelles bien plus graves encore que les éruptions volcaniques. Un chercheur prétend qu'il est responsable des 2 catastrophes naturelles les plus graves de ces dernières années. Le séisme d'octobre 2005 au Pakistan et le tsunami de décembre 2004 en Asie. La Lune continue son voyage. Elle s'éloigne de nous de 3,8 cm par an. À près de 400 000 km en orbite, son champ de gravité a toujours des effets sur notre planète. En plus de provoquer des éruptions volcaniques, elle pourrait avoir un rôle bien plus destructeur, comme le suggère le géologue James Birkeland. Selon lui, elle provoquerait des séismes responsables de la mort de milliers de personnes. En 1994, James Birkeland se rend au Pérou dans le but d'observer une éclipse de soleil. Au Pérou, séisme se dit terremoto. On a vu cette éclipse et le guide péruvien a dit « Je suis si content que vous puissiez voir notre éclipse. » Ici, dans mon pays, nous avons une tradition. Nous regardons l'éclipse et ensuite, nous attendons le tremblement de terre. Cette croyance ancestrale péruvienne, selon laquelle les éclipses solaires sont suivies d'un séisme, vient corroborer les recherches que Birkeland a effectuées ces 30 dernières années. Ils savent depuis toujours ce que je sais depuis presque 50 ans, que l'alignement du Soleil, de la Lune et de la Terre peut donner lieu à des secousses. La croûte terrestre est découpée en 12 plaques tectoniques qui s'entrechoquent et se frottent les unes aux autres, créant par là même une série de failles. À ces endroits, les plaques s'effleurent. Parfois, elles glissent et remontent vers le haut. C'est ce mouvement soudain qui déclenche des séismes. Pour James Birkeland, la position du Soleil et de la Lune au-dessus de ces lignes de failles est cruciale dans le déclenchement du séisme. C'est en étudiant l'influence du passage de la Lune sur les marées que j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit qu'elle pouvait assouplir les failles en les lubrifiant et ainsi les rendre plus glissantes. Il a surveillé les positions du Soleil et de la Lune lors des différentes phases lunaires au moment où ils passent au-dessus de ces zones de risque. Selon lui, il faut aussi prendre en compte la distance entre la Lune et la Terre. L'orbite lunaire ne forme pas un cercle parfait. C'est un cercle elliptique. Le point de l'orbite le plus proche est le périgée et le plus lointain, l'apogée. Quand elle est à son périgée, la gravité est 20% plus forte qu'à son apogée. Je dessine la Terre ici. La Lune tourne autour sur une orbite elliptique que je caricature ici. Quand elle se trouve à son point le plus proche, le périgée,
Elle n'est qu'à 356 375 km de nous. Dans ce cas, son effet sur les marées est beaucoup plus important que lorsqu'elle se trouve au point le plus éloigné, l'apogée, soit à 406 720 km 2 semaines plus tard. En rassemblant toutes ces informations, James Birkeland calcule la pression exercée par la Lune au moment où elle se trouve au-dessus des failles. Selon lui, une nouvelle Lune au périgée peut provoquer le glissement de failles instables. Sa technique lui a permis de prédire plusieurs tremblements de terre ces 10 dernières années. Mais ces théories sont controversées. En 1989, James Birkeland a été suspendu de ses fonctions de géologue du comté de Santa Clara en Californie, jusqu'à ce qu'il promette d'arrêter ses prédictions qui provoquaient la panique des foules. Pour les autres scientifiques, il n'y a pas de lien entre la Lune et les séismes. Mais James Birkeland continue à affirmer que quelques-unes de ses prévisions ont été vérifiées. En octobre 1989, il prévient la ville de San Francisco de l'arrivée imminente d'un tremblement de terre. Quelques jours plus tard, pendant le grand rendez-vous annuel de baseball, les World Series, ce qu'il avait prédit arrive. Quand la secousse a eu lieu, je me trouvais au 7e étage d'un immeuble. Tout à coup, boum! L'onde primaire a frappé et pendant 2 secondes, j'ai exulté. J'avais mon séisme, mais j'ai vite déchanté car j'étais ballotté d'avant en arrière et il a fallu que je m'accroche au bureau. C'était terrifiant. Le séisme d'une magnitude de 7,1 sur l'échelle de Richter a causé près de 5 milliards d'euros de dommages et a tué 63 personnes. C'est le plus grand tremblement de terre que San Francisco ait connu depuis 80 ans. Prédire un séisme d'une magnitude de 6,5 ou 7 alors qu'on n'en avait pas eu depuis 1906, c'est plutôt pas mal. Les conceptions de James Birkeland sont plutôt radicales. Et on ne maîtrise pas encore la nature exacte des liens entre la Lune et les séismes. Cependant, en 2004, il prédit qu'une secousse gigantesque va avoir lieu au moment de la pleine Lune, peu après Noël. Le tremblement de terre à l'origine du tsunami de l'océan Indien a lieu le 26 décembre 2004 lors d'une pleine lune. En 2005, il prédit également un séisme d'une magnitude de 7. Quelques semaines après, un séisme d'une magnitude de 7,6 touche le Pakistan juste après une éclipse solaire. Est-ce une démonstration de l'influence de la Lune sur notre planète ? Même si celle-ci s'amenuise. De nos jours, la Lune et le Soleil paraissent avoir exactement la même taille dans le ciel, ce qui signifie que la Lune couvre entièrement le Soleil lors d'une éclipse solaire. Mais que se passera-t-il dans un futur lointain ? Dans 500 millions d'années, la Lune sera tellement loin de la Terre que les éclipses n'existeront plus. D'ici 2 milliards d'années, quand la Lune ne maintiendra plus notre planète sur son axe, la Terre oscillera en permanence. Le temps deviendra fou et la vie sur Terre sera menacée. Dans des milliards d'années, la Lune atteindra la fin de son voyage, l'éloignant de la Terre. Son orbite se stabilisera. Dans 5 milliards et demi d'années, le Soleil se dilatera alors en atteignant la fin de son existence. La Terre et la Lune, inextricablement liées tout au long de leur destinée, seront ensemble au moment de leur mort et seront côte à côte pour s'engouffrer dans la chaleur imposante de notre Soleil mourant.